Donc, maintenant, Ariel Desjardins-Charbonneau, bon, on sait que tu es physiothérapeute. Tu as sûrement déjà vu le concept physio-bistro là, jusqu'à présent. Donc, le but, c'est d'y aller vraiment là, comme si on était au restaurant ensemble, comme si on prenait un bon café, puis on discutait de physiothérapie. On fait ça. Puis je dis physiothérapie, mais c'est aussi tous les intervenants qui collaborent avec nous au niveau de la réadaptation physique, à la grandeur de la francophonie, s'il faut. Euh, Puis, bon, d'abord, on y va avec une présentation plus décontractée. Où est-ce que tu as grandi? Je veux tout savoir, l'école que tu es allé. Tu pars où tu veux dans la ligne du temps. Mais en fait, ce qu'on veut savoir au final, c'est qu'est-ce qui fait que maintenant tu as développé un intérêt et surtout une expertise pour la douleur chronique, la douleur persistante. J'ai commencé avec l'université, là, parce que avant ça, c'est peut-être moins pertinent. J'ai gradué d'UDM en 2012. Puis la première fois que je suis tombé dans la douleur, c'est dans mon stage 3. C'était un stage un peu plate à l'hôpital, là, puis les gens avec qui j'étais, c'était pas du monde avec qui je m'entendais bien. Puis là, dans la salle des stagiaires, il y avait le livre Explain Pain de Butler. Fait que là, tu sais, moi, plutôt que j'en avec du monde de niaiserie, j'ai commencé à lire ce livre-là, puis j'ai fait comme Oh my God! Genre, voir que ça existe, voir que je connaissais pas ça, voir que j'ai pas appris ça à l'école. Fait que j'ai comme, tu sais, c'est là parce que, tu sais, je suis tombé dans la marmite, là, comme Obélix un petit peu, là. Fait que là, j'ai commencé à lire ça. J'ai fini ma maîtrise. Puis quand j'ai commencé à travailler, tu sais, j'ai des beaux sujets thérapeutiques, mais il y avait une portion de gens que j'étais pas capable d'aider. Puis, c'est un défaut et une qualité, mais je tolère mal les échecs. Fait que là, j'étais comme, je voulais comprendre pourquoi ces gens-là n'avançaient pas. Fait que là, c'est là parce que j'ai commencé ma quête sur genre plusieurs années de comprendre. Puis à chaque fois, je rajoutais un autre. J'ai un autre 10%, mais il y en a encore un petit peu que je peux pas aider. Là, je raidais une portion là, une portion jusqu'à impacter. C'est là que je creusais de plus en plus pour essayer de tout comprendre. Je pense pas que j'ai encore tout compris. Je pense qu'on peut toujours apprendre. Je pense même pas que la science a tout compris encore. Puis à travers ça, j'ai fait un peu de recherche, j'ai publié des articles, j'ai enseigné à l'université. Maintenant, dans le cours de douleur, justement, j'enseigne à notre école Physiolab un cours sur des facteurs psychosociaux, comment les évaluer et les traiter. Puis je pratique encore en clinique, puis je suis propriétaire des cliniques physioactifs avec Sylvain, qui va être là dans quelques semaines dans un prochain webinaire. Oui, exact. Le 10 février prochain, tout ce que vous devriez savoir à propos du membre inférieur, lepointdevente.com, allez voir ça, je vais leur dire à la fin. Mais en fait, ouais, c'est ça, Ariel. Juste pour nous mettre dans le contexte, mettre la table, j'aimerais ça aussi que tu t'expliques aux gens, bon, c'est quoi ton background au niveau formation clinique, c'est quoi ton dada au quotidien avec les patients, pour pas donner l'impression que tu fais juste parler avec tes patients, bon, un à la suite de l'autre, puis tu fais juste des éducatifs. Donc, je voudrais savoir, est-ce que tu fais plus de thérapie manuelle, McKenzie, bon, etc., etc. Dès que je suis sorti d'école, j'ai comme clenché mon fellowship en genre 6 ans. Fait que, tu sais, j'ai eu un fellowship dans le thérapie manuel. Puis, parallèlement à ça, je me suis vraiment beaucoup investi dans les exercices de contrôle moteur. Fait que je te dirais, c'est vraiment mes 3 piliers principaux, là. Exercice, thérapie manuel, puis éducation. Puis aussi, j'ai la chance d'avoir une blonde qui étudie en psychologie et qui travaillait dans une business qui donne des formations de psychologie. Fait que pendant genre 5-6 ans, il y a beaucoup de formations que je suis allé qui étaient pour des psychologues. Il y avait une sa douleur, mais sinon plein de choses. Fait que j'ai appris plein de concepts de psychologie. Puis je te dirais que c'est mon, qui est dans le fond de la communication. Là. Fait que je te dirais que c'est ça mon autre dada qui est l'alliance thérapeutique avec une communication puis tout ce qui entoure ça. Parfait. Ben, ça tombe bien que tu parles de psychologie parce que j'ai l'impression que dans les 5-10 dernières années, quand on est dans un congrès de physiothérapie ou une formation, on parle de plus en plus de cette psychologie-là derrière la douleur, facteurs psychosociaux, tout ça. Puis je pense même, bon, moi pour ma part, j'en ai entendu parler énormément. Je me demande, bon, est-ce que j'en ai entendu trop parler? Je me questionne, je veux voir ce que les gens ont à dire là-dessus dans le chat. Puis par contre, ce soir, je veux te bombarder d'exemples où est-ce que là, bon, on éduque les clients, puis là, ça reste difficile quand même. Bon, je veux, j'aurais pu intituler ça douleur chronique, douleur complexe, prochain niveau, c'est quoi la suite? Parce que, bon, il y a ça des fois dans la filiale McKenzie, tu amènes des cas plus complexes qui ont échoué au premier niveau précédent, puis c'est ça qu'ils veulent voir comme patient sur le coup. Donc, ils appellent ça du complex solving problem. Bon. Fait que, bref, je voulais voir avec toi, là, bon, on a la science, on a de plus en plus de compréhension de comment ça fonctionne
fonctionne, douleur nociplastique, bon, sensibilisation centrale, etc. Puis là, en parallèle de ça, j'ai l'impression que les cliniques de physiothérapie n'ont jamais été aussi pleines. Il n'y a jamais eu autant d'alternatives pour traiter la douleur. J'ai l'impression que ça n'a jamais coûté aussi cher que ça pour gérer la douleur en général. Ça reste mon impression, mon opinion. Bon, là, pourquoi il reste autant de gens souffrants? Là? Je me dis qu'après 5-10 ans, à force d'en parler, là, pourquoi on en est rendu là? Puis bon, par conséquent, ben, je voulais voir avec toi, bon, premièrement, qu'est-ce que dit la littérature à propos de l'efficacité ou pas de ce genre d'approche-là avec les clients, les éduquer, de leur montrer tout ça. Puis après ça, ben, autant là, la science que ton expérience clinique, où est-ce que tu es rendu avec ça 5 à 10 ans plus tard? Qu'est-ce que la science dit sur l'éducation pour la douleur chronique? Oui. Je dirais, il y a au début, il y a comme 10 ans, quand j'ai commencé à lire ça, c'était comme Pain Neuroscience Education, la grosse affaire. Puis, comme quoi, il y a des effets de traitement qui étaient, intéressants. Puis, quand ça a avancé, on s'est rendu compte que, quand ils ont répliqué ces essais cliniques-là, c'était pas aussi utile qu'on pensait. Puis là, ils se sont demandé pourquoi. Puis après ça, moi, j'ai ma propre interprétation de ça. C'est que, tu sais, les gens, là, je pense pas qu'ils sont vraiment intéressés à savoir que dans ta synapse, tes canaux ioniques restent ouverts plus longtemps quand, tu sais, je veux dire, ils veulent savoir qu'est-ce que ça change dans leur vie. Puis c'est souvent ça que cette approche-là oubliait. Fait que, tu sais, quand on donne un cours de science, de physio à des patients, puis ça leur parle pas parce que ça permet pas d'expliquer leur histoire, je pense que c'est là où est-ce qu'on manque le bateau. Puis, il y a quand même certaines personnes qui manquent de connaissances. Fait que ça vaut la peine pour ceux-là de rajouter des connaissances. Mais je te dirais que les cas où est-ce qu'on échoue, les cas plus difficiles, ceux-là ne répondront pas à l'éducation. Fait que, tu sais, c'est les cas faciles, entre guillemets, qui vont bien répondre que, tu sais, ils sont un livre vierge, qui ont fait juste dire quelque chose, ils boivent nos paroles, ils nous croient ils nous croient tout de suite. Fait que c'est pas ceux-là qui sont difficiles, là. Mais, moi, je dirais que l'éducation pour les cas de douleur complexe fonctionne pas ou peu. Ou du moins, il faut vraiment la tweaker pour qu'elle soit bonne. Mais plus le cas est complexe, plus les croyances sont élevées ou ancrées dans la personne, moins une simple technique d'éducation va fonctionner. Tu sais, je te donnerai un exemple. La preuve, c'est fais-tu tes 150 minutes d'activité physique par semaine? Passes-tu de sédentaire? Fais-tu 20 minutes de méditation par semaine? Par jour? Tu sais, il y a plein de choses qu'on devrait faire. Je ferais juste suivre les conseils de tout le monde, puis j'aurais mangé tes 30 grammes de frites par jour. Effectivement, c'est pas qu'on le sait pas, c'est qu'il y a d'autres choses qui nous empêchent de le faire. C'est la même chose en physio. Absolument. Puis moi, ça me fait penser à une citation, ma citation préférée dans le monde de la physiothérapie, Mike Reynolds, dans le coin de Boston, qui dit, je vais dire en anglais, People don't care how much you know until they know how much you care about them. Fait que c'est oui, on peut montrer plein de choses, mais des fois, j'ai l'impression que justement, si on est trop axé sur nous autres, on est très enthousiastes à propos de ces connaissances-là, mais peut-être pas eux autres. Absolument pas. Très peu du moins. Ouais, c'est ça. On n'a pas les mêmes champs d'intérêt, disons. Et puis, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi, tu l'as défini, la douleur chronique. Je présume que là, bon, on est sorti de la vieille définition de si ça fait plus que 12 semaines, bon, tu as une douleur chronique. Moi, j'aime bien utiliser le concept de, bon, il y a eu certains tests d'imagerie, on a enlevé les red flags, ces choses-là. Puis là, bon, encore là, on peut aller dans d'autres chemins, dans d'autres sentiers, mais généralement, un super beau cas de douleur chronique, disons, c'est quelqu'un qui l'imagerie quasi normale, puis que là, on n'a pas de red flag, puis des investigations ont été faites. Fait que là, toi, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, là? Dans la littérature, il y a 2 définitions. La première, c'est celle du classique 12 semaines. Là. Fait que après 3 mois, on tombe dans une douleur chronique, puis c'est uniquement basé sur le temps. Fait que, tu sais, moi, je trouve pas ça super utile. Puis depuis, je pense, 2009, l'ICD a sorti sa 11e classification, fait que l'ICD 11, a rajouté la douleur chronique comme étant une maladie distincte, une entité en soi. Et pour eux, la douleur chronique, donc la maladie de douleur chronique, là, c'est une douleur qui dure plus de 3 mois, qui amène une incapacité importante ou une détresse émotionnelle importante et qui n'est pas expliquée par un autre diagnostic. Par contre, je trouve que c'est un peu limité comme définition parce que, puis moi je préfère le terme de douleur complexe, là, tu peux avoir un diagnostic officiel, même si c'est un diagnostic officiel de dire tendinopathie. Fait que selon ta définition, toute l'imagerie de la boue est correcte, mais tu peux avoir une tendinopathie.
mais ça veut pas dire que tu n'as pas des facteurs psychosociaux qui sont présents et ou, tu sais, en plus d'une tendinopathie, tu peux avoir une douleur, des mécanismes de douleur plus complexes comme la douleur nociplastique. Fait que j'aime pas ça parler de douleur chronique, j'aime plus ça parler de douleur complexe parce que tu peux aussi avoir un cas de douleur complexe dès le jour 1. C'est pas vrai que soudainement, les facteurs psychosociaux, ils arrivent à 3 mois, tu passes de 3 mois, puis soudainement, oups, tout change. Fait que, dès le jour 1, tu peux avoir des problèmes de multidimensionnels. Puis, à l'inverse, il y a des gens que je vois que ça fait 1 an, 2 ans qu'ils ont mal. Ils ont été traités ailleurs, puis c'est juste qu'ils ont été mal traités, ou même, ils ont juste pas été traités. Fait que, si on regarde des gens qui n'ont pas été traités, ben, ils souffrent de douleurs chroniques, parce que ça fait plus de 3 mois, ben, c'est un cas super simple. Mm-hmm. Ou encore moi, je veux dire, en fait, ou peut-être toi, ou plein de monde dans l'auditoire, moi, j'ai des douleurs qui durent depuis des années, mais ça me dérange pas. Est-ce que j'ai la douleur chronique? Techniquement, oui, mais je m'en fous, je vis bien avec, tu sais, j'ai ma vie, je suis heureux, tout est... Fait que, tu sais, est-ce que... Fait que c'est pour ça que j'aime pas le mot douleur chronique, mais plus douleur complexe, c'est quand il y a des facteurs psychosociaux, environnementaux et ou des mécanismes de douleur qui sont plus compliqués comme la douleur neuropathique, nociplastique, des comorbidités aussi. Autrement dit, c'est quand il y a des couches qui s'ajoutent. Là. J'aime ça de la façon que tu le vois parce que c'est vrai qu'une petite douleur non incapacitante, ben oui, selon certains modèles, elle peut être chronique, mais elle n'est pas complexe nécessairement. C'est une douleur simple, mais qui dure depuis longtemps. Exact. Ouais. Parfait. Puis là, ben, c'est toujours l'éléphant dans la pièce, j'en parle. Au niveau. Concernant la catégorie des gens qui ne payent pas pour venir te voir, là, donc autrement dit, agents payeurs bon, de ce monde, accidentés de la route, travail. Je présume qu'à un certain moment donné, comment établir le lien de confiance quand il n'y a pas d'atteinte objectivable à l'imagerie, quand bon, les tests sont normaux puis qu'il y a une douleur. Donc là, toi, je présume que tu classifies ça dans du complexe, puis après ça, tu essaies de voir c'est quoi la sous-composante qui fait qu'il y a une impasse, en fait, dans la réadaptation. Ben, là, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu veux dire par comment maintenir le lien de confiance. Comment garder le lien de confiance, juste comprendre, c'est-tu nous qui avons confiance aux patients ou le patient qui a confiance en nous? Ah, ben, je parle en fait nous, la confiance envers le patient. Des fois, il peut y avoir des cas d'amplification, de simulation, ces choses-là. Ouais. Donc, toi, c'est parce que c'est sûr qu'on peut dérouler tout le tapis rouge puis faire 12 séances d'éducatif puis accompagner la personne, mais au final, ben là, des fois, il peut y avoir des impasses où tu réalises que, bon, c'est le préjugé, là, ça doit arriver dans moins de 1% des cas, mais si la personne ne veut vraiment pas retourner au travail puis qu'elle est en train de faire carrément de l'amplification de symptômes, bref, je veux juste voir comment toi t'établis ton lien de confiance parce que je présume que c'est la porte d'entrée pour avoir un accompagnement aussi rapproché avec un client, en fait. Ouais, attends, il y a beaucoup de choses dans la question. On va essayer de unpack, point par point, là. Parfait. Premièrement, moi, dans ma vie, j'ai décidé de croire tout le monde qui a mal. Point barre. Parce que je préfère, dans 1% des cas, on va en reparler, peut-être en 1% des cas, me faire passer un papier puis me faire avoir, que de ne pas croire quelqu'un qui a mal pour de vrai. Fait que moi, tu sais, à la base, je crois tout le monde, puis c'est juste beaucoup plus simple pour moi que d'essayer de jouer au détective puis de dire ah, toi, je pense que tu fake, puis là, tu sais. Fait que, tu sais, j'arrête de me casser la tête, je crois tout le monde à la base. Puis, les chiffres que j'ai trouvés les plus récents datent de 95, c'est quand même assez vieux, mais en 95, c'est des chiffres des États-Unis. Ça dit 1 à 2%, puis on parle des réclamations d'assurance, là, fait que c'est pas nécessairement les travailleurs blessés, sont en fraude. Fait que c'est quand même très peu, là. Puis, tu sais, moi, ce que je me dis, c'est si les gens font de l'exagération de symptômes, ben, il doit y avoir une raison pour ça. Puis, je serais curieux de comprendre la raison. Même chose pour la simulation, là. Je reste quand même apathique en me disant, ben, qu'est-ce que le système a mis en place qui a fait que c'est ça qui se passe ou quel est l'environnement de la personne. Fait que, tu sais, en restant curieux, ça m'empêche d'avoir des billets puis de continuer à les traiter, comme tu as dit, là, en continuant à carry pour eux un bon anglicisme. Fait que c'est ce que je me dis. Puis ça, c'est un point. L'autre point, tu as dit, ben, tous les tests sont normaux à l'imagerie. Ben, tu sais, des tests de laboratoire pour l'imagerie, on sait que ça ne permet pas d'identifier les douleurs musculo-squelettiques, ou du moins la cause des douleurs musculo-squelettiques. Tu sais, il y a plein de monde qui ont des scans anormaux puis qui ont pas mal, puis il y a plein de monde qui ont mal puis qui ont pas des scans, puis qui ont des scans
Il y a plein de monde qui ont pas mal qui ont un scan normaux, puis il y a du monde qui ont mal qui ont un scan normal. Il n'y a pas toujours de corrélation. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, on sait qu'il n'y en a pas. Fait que, déjà là, on ne peut pas exclure quelque chose de mal juste parce que ces tests sont normaux, selon moi. Puis là, ta dernière question, c'était comment garder de confiance? Comment est-ce que. Ce que je disais, c'est que c'est la porte d'entrée pour accompagner la personne d'avoir une confiance. Fait que toi, en fait, la réponse, c'est que tu fais confiance à tout le monde jusqu'à preuve du contraire. Mais encore là, même si preuve du contraire il y a, tu te dis, il n'y a personne qui se lève le matin en se disant mon objectif de vie, c'est d'aller faire perdre le temps du monde en exagérant des symptômes. Fait qu'il y a sûrement une raison sous-jacente si on en est rendu là. Exactement. OK, bon, super. Je pense que j'ai bien compris le concept. Merci. Puis, gênez-vous pas, les gens, si vous avez des choses à ajouter, des commentaires, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Et puis, bon, l'autre question que j'ai, c'est, bon, à partir du moment où on fait confiance puis qu'on accompagne, c'est-à-dire, 100% du temps dans ton cas, as-tu une sous-classification des labels, des étiquettes que tu dis, ouais, ça, c'est une sous-catégorie de personnes qui ont une douleur complexe, que je vais l'accompagner de telle manière. Après ça, tu as sûrement un algorithme à quelque part, là, on adore ça, les algorithmes. 100%. Je te dirais que le plus, celui que je peux te parler, qui est peut-être que le plus de monde connaisse, puis qui est accessible facilement, puis en plus, c'est fait par un Québécois, là, c'est le modèle de Yannick Tousignan-Laflamme. Fait que, lui, il y a 5 vecteurs dans lesquels tu peux classer. C'est fait sur les douleurs lombaires, mais ça s'applique pas mal partout dans le corps, selon moi. Là. Fait que tu as comme 5 vecteurs qui te permettent de classifier ton patient. Fait que je vais faire un petit tour de roue rapide, puis après ça, je te donne mon avis sur chacun des vecteurs. Fait que, premièrement, tu as tout ce qui est rapport à la douleur. Fait que, est-ce que c'est une douleur nociceptive ou une douleur ou est-ce qu'il y a une sensibilisation du système central, fait que ce soit une douleur neuropathique ou une douleur nociplastique. Fait que ça, c'est 2 catégories de douleurs. Après ça, tu as l'aspect comorbidité. Finalement, tu as l'aspect que lui appelle psycho, là, fait que je pense que c'est Cognitive Emotional Drivers. Fait que on cherche les drivers de la douleur complexe, fait que tout ce qui est cognitif émotionnel. Puis finalement, tous les drivers contextuels ou environnementaux. Parce que, souvent, on dit psychosociaux, puis on met ça en un seul mot, on dit vite, là, les facteurs psychosociaux, mais c'est vraiment les facteurs psychologiques, puis les facteurs sociaux ou environnementaux. Fait que ça vaut la peine de les séparer. Puis, il y a des gens, la plupart du temps, il y a des gens qui sont tellement à l'affût, là, si vous pouvez le mettre dans le commentaire, là, la petite roulette de Yannick Tousignan, c'est multifactoriel. Ça serait bien apprécié. Sinon, je vous aime quand même. Puis, maintenant, en clinique, j'ai écrit des choses. Je me suis dit, des moments où il y a des impasses en clinique. Là, je veux te bombarder d'exemples. Juste pour voir là, qu'on essaie de dénouer les impasses. Fait que comment tu abordes en clinique, toi, la personne qui parle uniquement de sa douleur, la personne qui veut constamment du soulagement, malgré tes éducatifs, bien entendu? Ouais. T'en as-tu beaucoup, toi? Moi, j'ai l'impression, ça serait une sous-catégorie, là, les gens qui sont littéralement dépendants à la thérapie manuelle. Ça peut être dans certains cas, ouais, je suis beaucoup. C'est sûr que là, moi, c'est pas ma majeure, là, la douleur persistante. Encore là, malgré ça, il y a beaucoup de gens que ça fait longtemps qui ont mal. Les douleurs complexes, on va dire ça de même, c'est pas ma majeure. Mais ouais, moi, je te dirais que peut-être une fois ou 2 semaines, là, je peux rencontrer quelqu'un là, qui aime vraiment ça. Ou même des fois, tu as des gens, là, on y va là, on est rendu plus loin dans l'entonnoir, là, mais ça leur fait l'éducatif. Là, sont actifs. Puis là, à un moment donné, ils finissent par te dire c'est bien beau tout ton programme. Là, puis moi, je suis fier d'eux autres. Ouais. Je suis fier, moi aussi, mais c'est juste que j'allais mieux quand je me faisais craquer une fois de temps en temps. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on fait? Solution de compromis. On s'en va. Fait que t'as comme 2 questions en une. Fait que j'essaie de les séparer, là. Fait qu'une personne qui parle uniquement de sa douleur. Fait que, tu sais, elle revient puis elle fait le perroquet, là. Puis à chaque fois, elle te dit la même chose. Mais moi, j'ai mal là. Regarde, c'est là que j'ai mal. Puis elle veut que tu y touches, elle veut que tu saches c'est où, là. Ce genre de personnes-là, selon moi, c'est des personnes qui n'ont pas bien été écoutées. Ils n'ont pas senti que tu les as écoutées. Et donc, ils répètent, jusqu'à temps qu'ils se sentent écoutés. Fait que déjà là, si tu prends le temps de les écouter, tu prends le temps de poser des questions pour creuser, comprendre qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire vraiment quand ils disent « tu sais, j'ai mal. » Est-ce qu'il veut dire « je suis inquiet » ? Est-ce qu'il veut dire genre « j'ai peur de me blesser » ? C'est quoi le message qu'ils essaient de nous passer là? C'est comme
un message à la mère, là, puis toi, il faut que tu te déchiffres. Là. Fait que, tu sais, je te dirais prendre le temps de pas éduquer. Fait que, tu sais, c'est pas toi qui donne l'information, mais au contraire, c'est le patient qui devrait t'en donner. Là. Fait que t'es en Ouais. mode question uniquement. Là. C'est bon ce que tu dis là, parce que moi, je viens d'observer une lacune après mes 19 ans de pratique. Quand la personne est trop axée sur là, je suis OK, ben, je vais aller voir. Tu sais, on a tendance à aller toucher, mais c'est peut-être même pas ça que la personne veut, en fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Faudrait Ouais. demander puis comprendre. Tu sais. Peut-être que si c'est la première fois qu'elle arrive, puis elle a vu tes médecins, puis il y a personne qui a touché, peut-être qu'elle veut se faire toucher en disant ah oui, tu sais, confirmer qu'on sait c'est quoi sa douleur, on sait c'est où. Ça se peut que ce soit ça. Fait que, tu sais, il faut juste comprendre pourquoi elle nous le dit. Oui, ouais, parce que c'est vrai, des fois, pour la même personne qui, bon, peut-être une fois sur trois, elle voulait vraiment se faire toucher puis ça fonctionne, mais il y en a qui continuent à répéter ça. Mais là, on pourrait demander des sous-questions, genre, est-ce que ça vous inquiète? J'essaie de comprendre pourquoi, bon, vous dites Ouais, ça. puis commencer par juste valider en disant hey, ça gosse vraiment avoir mal tout le temps. Là. Puis plus la personne te semble irritée, plus tu veux mettre des sacs de plus en plus importants là, ou une intensité de vocabulaire là, pour OK. qu'elle semble que tu comprennes vraiment ce que ça veut dire. Là. OK, Moi, OK. ça m'aide de sacrer avec mes patients, puis souvent, ça passe bien. Là. Je le dis à voix basse, ils comprennent que chaque fois à voix haute, mais ils comprennent l'intensité d'émotion qu'ils vivent. Ils comprennent que moi, je comprends. OK, qu'on est sur le même poste de radio. Ouais. Ah, exactement. Fait que ça, c'est pour la personne qui répète sans cesse. Mhm. L'autre chose, c'est les gens qui veulent que du soulagement. Ou tu dis qu'ils sont comme accros au hands-on, puis ils viennent, là, ils se couchent, ils font l'étoile sur la table, là, puis ils sont comme, vas-y, traite-moi, là. Ouais. Fait que là, je te dirais, souvent, la solution est en amont pour moi. Fait qu'en amont, c'est quand tu fais ton évaluation, ben, il faut que tu déjà gères les attentes du patient en disant, ben, voici le plan de traitement que je pense pour toi qui va être la meilleure place où te rendre. Premièrement, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, on va avoir son avis, puis oui, il risque d'en avoir du hands-on la plupart du temps. Des fois, c'est uniquement exercice, mais la plupart du temps, ça en est, mais on veut quand même, tu sais, moi, des fois, je leur dis, ben, c'est, mettons, 60-40 ou 70-30 en disant, tu sais, mettons, c'est ma job versus ta job, là, et puis on travaille en équipe, là, fait que, tu sais, pour dire, c'est-tu plus en clinique versus pas en clinique que ça se passe, là. Fait que ça, c'est une chose. Puis après ça, si le patient, il a des croyances vraiment très fortes, c'est ça que ça y prend. Là. Je veux dire, il croit dur comme fer que c'est pas juste qu'il aime ça, c'est ça qu'il a besoin. Mhm. Ben, dans ce temps-là, il y a comme, tu sais, on peut pas juste éduquer le patient, puis soudainement, il va changer sa croyance, là. Ouais. Puis si on la confronte, sa croyance, c'est rare que ça fonctionne. Il faut comme qu'il réalise lui-même les limites de cette approche-là. Fait que des fois, tu sais, moi, je fais un deal avec la personne en disant, ben, écoute, on peut faire ça pendant X nombre de temps. On va voir comment ça évolue. Si on est au même point, ben, on changera de plan à ce moment-là. Fait que tu sais, t'es comme doublement gagnant parce que si le patient va mieux avec juste une zone, il va mieux. Correct, je veux dire, c'est ça le but, c'est qu'il aille mieux. Puis s'il va pas mieux, ben là, c'est un peu comme dans sa face. Puis on est comme, ben, on avait dit qu'on se laissait 4 semaines. Maintenant, as-tu trouvé que ça fonctionne pas? Si ça fonctionne pas, tu sais, quel plan? Tu sais, on révise le plan puis on dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Fait que des fois, quand la croyance est est trop ancrée, on n'a pas le choix de faire un plan. Oui, puis des fois, une bonne solution de compromis. Tu as raison, des fois, je m'apercevais plus début de carrière quand j'essayais trop d'éduquer, puis de l'approche active, tout ça. Des fois, tu donnes l'impression que tu es la personne qui n'est pas nécessairement compétente pour faire ces trucs de thérapie manuelle-là, mais en réalité, c'est que tu veux les faire, mais tu veux pas les faire tout le temps, continuellement, puis faire le jour de la marmotte. C'est un peu ça là, qu'il faut Ouais, essayer. ouais. Ah Ouais, non, ça, tu tires une balle, toujours répétable à faire. Surtout quand ça avance, là. ouais. Ça va être fun. Puis, il y a un autre point que je veux te dire, c'est ça se peut que la personne, elle soit dans un moment de sa vie où est-ce qu'elle n'a pas la disponibilité mentale Mm, et même énergétique de faire de l'exercice d'être actif. mm. Tu sais, des fois, là, quand genre toute la vie s'acharne sur toi, là, pis t'as mal en plus de ça, là, tu veux que quelqu'un te soulage, tu sais, t'es en train de te noyer, là. Tu veux que quelqu'un, tu sais, te prenne, te sorte la tête de l'eau, puis quand tu auras la tête en dehors de l'eau, là, on fera d'autres affaires, là. Mais pour Ouais. l'instant, c'est correct de juste patcher quand si la personne est juste pas capable d'apprendre, là. Tu as raison, puis c'est souvent ces patients-là, disons dépressifs ou peu importe, ceux-là qui vivent des chocs dans leur vie, qui vont me parler rapidement de est-ce que tu penses que ce serait bon pour moi de la masso en complément, puis effectivement, ils ont besoin d'un break, ils ont besoin d'être passifs, de se faire toucher, puis c'est exactement le moment pour être passif, en fait.
Oui, puis s'ils veulent juste, tu sais, des massages, ben, puis ils veulent que tu les touches, ben, c'est possible d'offrir un masso à côté, puis de travailler chacun de notre bord pour pas toi, si tu ne sens pas bien tu sais, tu ne te sens pas à l'aise de passer 30 minutes à chez ton patient, ben, tu dis, ben, gars, va voir un masso en attendant, tu sais, en même temps que moi, puis on va travailler sur, tu vas voir ce que tu veux, puis en même temps, moi, je pense qu'on va faire le plan qui va nous permettre d'avancer à long terme. Puis il y a déjà un collègue psychologue qui m'avait dit, ben vous autres, là, vous sous-estimez, parce qu'il dit, moi, je me fais traiter des fois, là, physio, vous sous-estimez quand ça fait 10 minutes que vous travaillez sur moi avec vos mains. Là, vous devriez parler avec votre client, aller chercher de l'information, écoute empathique, etc. Il y a plein de choses qui se passent à partir du moment où tu es connecté avec tes mains, puis que là, tu fais aller ton écoute. 100%. Euh, 100%. Maintenant, une autre catégorie. Comment aborder la personne qui se trouve fragile et qui parle constamment de sa résonance magnétique lombaire? Fait que ça, bon, il y a plusieurs, tu sais, probablement que, ben ça, il y a plusieurs angles. Fait que, tu sais, ma première réponse, un peu la même que tantôt, c'est de comprendre, tu sais, qu'est-ce que la personne croit, puis, tu sais, aller chercher plus d'informations sur ce que la personne sait à propos de son IRM. Du genre, ben, qui t'a parlé de ce qu'il y avait sur ton IRM, tu sais? Est-ce que quelqu'un t'a dit que c'est problématique? Si oui, c'était qui, tu sais? Tu sais, parce que là, des fois, c'est genre Dr. Google, là. Ou, tu sais, comment es-tu arrivé à la conclusion que c'est ton IRM qui cause ces douleurs ou que c'est ton hernie discale qui cause ces douleurs? Et je dis pas ça pour essayer de confronter les personnes, parce que je suis vraiment curieux de comprendre leur processus cognitif. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas l'air, mettons, à vouloir les coincer quand je dis ça, parce que je suis authentiquement curieux de savoir, tu sais, pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est ça qui se passe? Ou, tu sais, est-ce que c'est un médecin qui t'a dit ça? Fait que déjà là, en comprenant mieux d'où ça vient, c'est plus facile de déjouer, si tu veux, cette croyance-là. Fait que ça, c'est un aspect ou une chose. Des fois, quand on veut faire de l'éducation, je l'approche, mais de façon un peu nonchalante, comme si c'était une vérité absolue. Fait que genre, hey, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que ceux qui ont une IRM comme le tien n'ont pas toujours de la douleur? Fait que des affaires comme ça qui ont l'air vraiment c'est comme banal et non assis-toi, je te donne un cours. Là. Puis finalement, un autre truc que j'ai trouvé dans ma vie, autant pour l'arthrose que pour les hernies discales, c'est de dire, ben, t'as deux types d'hernies discales. Ceux qui font mal puis ceux qui font pas mal. Puis, tu peux passer de un à l'autre sans nécessairement que ton hernie change sur ton image. Fait que là, ça leur donne de l'espoir de dire, hey, mon hernie peut rester, mais je peux ne pas avoir mal. Puis là, on peut lâcher, ben, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui, si on passe un scan à tout le monde dans la clinique, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont pas mal au dos, qui ont quand même une hernie discale. Fait que c'est possible de passer d'une catégorie à l'autre. Fait que j'ai pas 100% confronté leurs croyances parce que peut-être c'est leur hernie qui fait mal. On ne sait pas, là. T'sais, on a le goût de dire c'est pas ça, mais peut-être que c'est ça pour de vrai. Oui, ben oui. Fait Moi, que, je compare ça de plus en plus au dessous d'un pied d'une personne. On dirait que c'est plus concret. Là. Tu regarderas en dessous des pieds là, de quelqu'un que tu connais. Là. Il y en a qui ont beaucoup de cornes, de craques. Ça, on va dire c'est de l'arthrose. Il y en a qui ont des ampoules. On va dire que ça, c'est un hernie. Puis il y en a que tout ça fait aucune douleur. Il y en a qui ont à peu près rien de tout ça, qui ont très mal en dessous du pied. Fait que c'est un peu l'exemple que j'essaie de leur donner là, du mieux que je peux. Là. Des fois, ça prend une image, là, mais effectivement, c'est surtout d'aller se mettre sur le canal de communication de la personne puis d'essayer de voir pourquoi elle pense ça. Ouais. Puis des fois, d'autres façons différentes d'amener ça. Moi, je dis aux gens, tu sais, notre corps, le corps humain, ça fait quelques milliers d'années qu'on évolue, là. Puis le dos, puis le cerveau, c'est les parties les plus solides du corps. Parce que l'évolution a fait que les gens qui protégeaient les parties sensibles de notre corps, fait que la moelle épinière et le cerveau, ont survécu dans le temps. Fait que c'est pour les gens qui pensent que leur dos est fragile, on disait non, c'est une des structures la plus solide du corps, avec ton crâne, puis même tes côtes pour protéger le cœur et poumons. Là. Fait que ces structures-là sont vraiment très solides. Fait que des fois, ça peut donner juste un autre point de vue qui n'est pas nécessairement celui qu'on utilise toujours en clinique. Puis finalement, ma dernière arme, qui est peut-être la plus... celle que j'utilise le plus souvent, mais en fait, non, souvent je fais tout ça ensemble, là, mais celle-là, c'est peut-être une des plus puissantes, là, c'est de faire des techniques de modulation de symptômes. Fait que tu sais, genre, penche-toi par en avant, la personne a mal au dos, puis des affaires niaiseux comme, hey, tu sais, débarre tes genoux de, 5 degrés, là, juste pour dire, penche-toi par en avant, fait que ça enlève la tension sur le nerf sciatique, puis les gens ont moins mal. Des fois, je mets même un petit, genre, une demi-nouille, là, en dessous de leur talon, comme s'il y avait des talons hauts.
Puis là, je dis penche par en avant, puis les gens ont moins mal. Fait que là, je dis en joke, je dis ben maintenant, il faut que tu sois en talon haut. Les hommes trouvent ça bien drôle. Mais, fait que tu sais, ça veut dire que on a réussi à chanter ta douleur en quelques secondes. Puis, tu sais, ton IRM n'a pas changé pendant ce temps-là. Là. Fait que tu sais, ça offre une expérience contradictoire de dire, eh ben regarde, t'as encore ton hernie discale, mais on peut changer tes symptômes très rapidement. Fait que ce qui prouve que ton hernie ou ton IRM est probablement pas le problème chez toi. Mhm. Fait qu'on, l'hernie ou le bombement reste là, mais on travaille ce qu'il y a autour, les facteurs connexes. Puis ouais, il y en a qui disent aussi que c'est un gros pylône avec des câbles de tension autour. C'est un pylône très solide, là, la colonne, puis on a un impact sur les câbles de tension. Fait que, ouais, effectivement, je trouve ça bon. Je vais essayer d'appliquer en dessous des talons. Là. J'ai jamais fait ça. Je voulais savoir, on en a parlé un peu précédemment, comment aborder les gens qui comprennent absolument rien à nos concepts de douleur chronique ou qui veulent absolument rien comprendre. Je présume que tu les mets dans l'action un peu plus vite. Justement, ce que tu viens de donner comme exemple, je pense que ça pourrait être un bon truc. Là. Ils n'ont pas tous besoin d'un cours d'anatomie, en fait. Ouais. Fait que les gens qui ne veulent pas comprendre, ben, ou qui sont pas intéressés à comprendre, ben, premièrement, tu sais, je peux dire quelque chose un peu comme une question, mais comme si c'était une évidence, là, ou tu sais, poser la question à nos patients en disant, ben, tu sais, et serais-tu intéressé à ce que je t'explique quelque chose si ça peut t'aider avec ta douleur? Puis, c'est rare que j'ai un non quand je l'amène comme ça. Là. Fait que déjà, le patient, il a déjà dit un oui, là. C'est comme la technique foot in the door, là, des vendeurs, là. Dès que tu dis un premier oui, t'es pogné avec ça, là. Fait qu'il a déjà dit oui, puis là, il est comme plus prêt à recevoir d'éducation. Puis tu sais, évidemment, j'y vais, je sors pas mon livre avec toutes mes affaires, là. Je donne moi j'appelle ça des pépites d'éducation, là. Fait que tu sais, de la micro-éducation, une phrase, deux phrases, souvent. Fait que pour ceux-là, c'est comme ça que je les approche. Puis en général, ça va quand même bien. Puis après ça, il y a aussi un truc important, c'est faut intégrer notre éducation dans l'histoire du patient et surtout c'est ce que ça veut dire dans sa vie à lui. Faut que ton éducation soit contextualisée puis pertinente à sa situation à lui. Parce que tu sais, si mettons je dis à un patient, c'est pas l'arthrose qui cause la douleur, mais pourquoi est-ce qu'il nous croirait? C'est quoi son avantage à lui de nous croire? Parce que là, tu sais, il y a une histoire, tu sais, qui se tient dans sa tête. Puis tu veux juste dire, ben, ton histoire est fausse. Puis là, tu sais, il faut que tu proposes quelque chose d'autre pour remplacer son histoire. Puis il faut que ton histoire à toi que tu lui racontes, lui, il trouve que c'est une meilleure histoire. Pas moi qui trouve ça, il faut que lui, il trouve que ça explique mieux ses symptômes. Fait que, tu sais, quand on parle d'arthrose, mettons, puis je dis, ben, oui, t'as de l'arthrose douloureuse, non douloureuse, puis là, le patient peut changer sa croyance en disant, ben, cette histoire-là, je la trouve plus utile parce que ça a du sens pour moi, c'est ça que j'ai aujourd'hui, mais ça me donne l'espoir que ça peut m'améliorer. Fait qu'il faut que tu trouves des histoires que le patient va pouvoir se compter par la suite. Non, t'as raison, parce que des fois, je me mets à leur place, je me dis, ouais, mais tu sais, probablement que je serais pas si convaincu, moi aussi, de si quelqu'un arrivait avec, non, tout ce que tu penses depuis 3 mois, c'est pas vrai, puis tu sais, il faut quand même utiliser des gants blancs, puis un petit peu plus de tact, là, que de juste sortir le poster d'éducation sur le mur, puis je pense. Avec mon expérience, je t'aurais pas dit ça il y a probablement 10 ans, mais là, aujourd'hui, je suis capable de dire ça. C'est bon. C'est les cheveux blancs, ça, c'est l'âge. C'est l'expérience, la sagesse, l'effet placebo des cheveux blancs. Ouais, c'est ça. Que faire avec je vais te le lire comme tel, plus simple. Que faire avec le profil du patient sportif ou travailleur physique qui en fait toujours trop et puis qui veut pas vraiment arrêter? Des gens, là, bon, on va utiliser le CrossFit ou maintenant c'est le iRocks. Les gens, il faut qu'ils y aillent fort puis que l'entraînement, il faut qu'ils leur fassent mal. On dirait que, mon Dieu, qui se font mal mais qui veulent pas trop arrêter. Fait que c'est quoi ton approche avec ça? Hey, sais-tu quoi? J'avais comme pas fini de répondre à l'autre question. Il y a quelque chose d'autre qui m'est arrivé par la suite. Parce que t'as ça avec comme 2 volets, là. T'as des gens qui veulent pas apprendre ou des gens qui ont de la misère à apprendre. Ouais. Je pense que c'est aussi quelque chose qui vaut la peine de parler des gens qui ont pas la même capacité que nous autres qui sont tous allés, tu sais, qui ont tous fait des études à l'université ou au cégep, une technique ou, tu sais, une maîtrise ou un bac, là. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui tu sais, il y a des gens qui ont des troubles d'apprentissage quand ils sont petits, puis qui finissent pas leur secondaire, puis je veux dire, ces gens-là, après ça, ils se retrouvent une job, puis après ça, ils se blessent, puis ils se retrouvent dans la clinique, mais ça veut pas dire qu'ils sont capables d'apprendre. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, maintenant, il faut faire ce qu'on dit aux patients de faire, c'est-à-dire, il faut travailler notre propre acceptation.
C'est un peu... Puis l'acceptation ne veut pas dire de se résigner. C'est juste dire, ah, ben, j'accepte que ça va être plus long, mais je lâcherai pas la serviette en même temps. Comme quelqu'un qui a une douleur chronique, puis on dit, puis on veut qu'il travaille son acceptation, on veut qu'il laisse, tu sais, c'est comme, ben, accepte le tempérament de la douleur, ou tu laisses de la place à la douleur, et parallèlement, on va trouver une solution. Fait que pour cette personne-là, c'est accepte, ça va être plus long, accepte, ça va être compliqué, mais parallèlement, il faut que tu trouves une solution. Fait que c'est ta job de trouver, tu sais, des millions de façons de faire pour expliquer ça. Parce que, tu sais, moi, je pense qu'on peut expliquer beaucoup de choses à un enfant de 6 ans. Fait que même les gens qui ont des troubles d'apprentissage, c'est quand même possible de l'expliquer, là. Puis, des choses qui sont vraiment très utiles, c'est d'apprentissage expérientiel. Fait y faire vivre une expérience. Un peu comme, tu sais, tu te penches, t'as mal, puis tes genoux, t'as plus mal. Fait que les patients comme, ah, c'est... Fait que quand tu vis une expérience, tu le sens, souvent, ça fonctionne mieux que juste des mots. Ouais. Fait que ça, c'était la fin de ma réponse de tantôt. Puis... La personne qui en fait trop, en opposition avec la personne qui en fait pas assez, qu'on veut mobiliser, bon, la personne qui en fait toujours trop, Ouais. le besoin, on dirait que ça, comment dire, dans l'armée, les gens utilisent souvent l'expérience, bon, faut payer pour que ça soit, au gym, là, pour que ça soit Ouais. récompense pour notre corps par la suite. Bon, donc, comment tu approches ces gens-là là, qui ont, bien entendu, une douleur complexe, persistante, et puis qui en font toujours trop? Ben, je vais être plate parce que mes réponses se ressemblent tout le temps, là. La première chose qu'il faut que je fasse, c'est poser des questions pour comprendre d'où ça vient. Et comme, qu'est-ce que ça leur apporte? C'est-tu automatique? C'est parce que ça permet de gérer leur anxiété? C'est-tu parce que s'il manque une journée sur leur calendrier, c'est pas bon pour leur ego? Parce que leur identité, est-ce que leur identité, c'est d'aller au gym? Puis c'est toujours ce qu'ils ont fait de leur vie, puis s'ils vont pas au gym, ils savent pas quoi faire le soir. Fait que, tu sais, il y a vraiment plein de choses que ça peut être. Puis si tu trouves pas la bonne raison, ben ton intervention, elle fonctionnera pas. Fait que, c'est vraiment ça pour tout le monde, c'est trouver, creuser pour comprendre même chose avec les 5 drivers là, du modèle. Il faut vraiment creuser pour comprendre c'est quoi bien sous-classifier, si tu veux, la croyance. Puis, tu sais, dans notre cours de psychosocial, on fait ça, là, on essaie de trouver la croyance profonde, puis on a des techniques pour savoir si c'est la vraie croyance profonde ou pas, avec des questions épistémiques. Puis une fois qu'on l'a, ben là, on peut travailler dessus. Là. Ouais. Puis là, on peut essayer de comprendre d'où ça vient. Fait que, d'emblée, je dirais ça. Des fois, c'est aussi que le plaisir de l'activité surpasse le négatif d'avoir mal et la souffrance que la personne vit. Puis ça peut être correct aussi. Il faut juste que ce soit un choix éclairé. Fait que moi, je veux dire, tu sais, hey, je pense que ça va être vraiment plus long ou même qu'on va atteindre un plateau. Ou on fait un deal. Tu sais, le moment qu'on atteint un plateau, ben, on va essayer de changer de stratégie. Mais ça se peut que la personne doit le vivre son expérience négative, tu sais, de vivre lui-même, puis dire, ah, t'avais raison, là. Ouais. Quelqu'un m'a dit ça un jour, là, des fois, il vaut mieux une mauvaise expérience qu'un bon conseil. Ouais, puis c'est vrai, ça marche avec les adolescents, c'est la même chose. Ouais, je l'entendais tantôt, fait que oui, c'est ça. Laisse-le te planter un peu, puis, mais il faut qu'il y ait un bon lien de confiance, il faut que tu expliques le plan. Là. Faut pas que tu le dis. Si tu le dis pas, ça sert à rien, évidemment. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis. Tu dis, je vais être plate, là, mais non, c'est pas plate pantoute, parce qu'avec notamment, moi, je réalise qu'avec une clientèle sportive, je leur demande pas assez pourquoi ils sentent qu'ils ont besoin d'en faire autant. Parce que des fois, tu subdivises, oh là, j'ai un marathon, je sens que je serai pas prêt, puis ils ont toute tendance à trop courir la semaine d'avant parce qu'ils se sentent mal, mais leurs devoirs sont déjà faits, etc. Mais c'est vrai que juste d'ouvrir la discussion, au lieu de se dire en dedans de nous, bah, c'est un sportif, puis il fait du trail, il fait plein de course longue distance. Il n'arrêtera jamais, même si j'y parle, c'est une perte de temps. Mais non, des fois, tu sais, juste faut ouvrir la porte, semer la graine, puis à un moment donné, à force de faire le lien de cette façon-là, puis d'être curieux, ben, c'est là qu'à un moment donné, on va avoir certaines pépites d'or qui vont sortir de là, je pense. Là. Ouais, 100%. Fait que ça, c'est ma façon de faire avec les gens qu'il faut ralentir. OK, excellent. Puis, des conseils pour les gens, là, comment encadrer le retour au travail pour que ce soit un succès? Certains travailleurs avec des douleurs complexes, bien entendu. Ouais. Je dirais 2 choses. La première, il faut avant, tu sais, pas genre la semaine avant, là, mais tu sais, comme 1 mois, 2 mois avant, tu sais, dire, poser la question au patient s'il y a des appréhensions, s'il est inquiet sur son travail, qu'est-ce qu'il pense qui pourrait faire que c'est un succès ou un échec sur son retour au travail? Parce que là, il donne la solution de quoi faire puis quoi traiter. Là. Fait que déjà là, tu as beaucoup de choses à faire. Y a-tu des doutes? S'il y a des doutes,
est-ce qu'il peut faire quelque chose, lui, pour réduire ces doutes-là? Fait que, tu sais, parler d'action d'employeur, parler avec CSST pour d'emblée parler de ces facteurs-là avant qu'on soit, tu sais, mis devant temps accompli. Fait que, ça, je te dirais, c'est une des choses. Puis le deuxième, c'est quelque chose d'un peu plus large, là, c'est que faut pas que notre objectif soit uniquement notre travail. Fait que si on fait tous nos exercices, TMO, tout ce qu'on fait est autour du retour au travail, puis c'est tout le temps ça qu'on fait, puis qu'on travaille, ben, je pense qu'on manque quelque chose parce que la personne est blessée, mais il y a vraiment d'autres aspects de sa vie qu'elle a dû faire un deuil temporaire. Fait que ça se peut que le retour au travail soit pas sa première motivation, puis c'est bien correct, là. Fait que moi, mon travail, c'est d'aller chercher, y a-t-il d'autres motivations? Pas juste, tu sais, pas juste, y a d'autres motivations qui pourraient faire que le patient veut s'améliorer. Puis, des fois, je parle même pas du travail, là. Puis, je suis comme juste, ben, travaillons sur ce que tu as le goût de faire dans ta vie, ce qui te manque. Puis, s'il va mieux dans sa vie, souvent, il risque de mieux aller pour le travail aussi, là. Fait que juste, tu sais, c'est pas 100% de notre job. Faut pas que je te mette en mode genre, il faut qu'il retourne travailler, là. Mais plutôt, j'aimerais ça t'aider à trouver une vie qui a du sens pour toi, là. Ouais, ça fait bien du sens. Ça fait bien du sens parce que c'est vrai que c'est de la façon qu'on est éduqué dans notre modèle physiothérapie à nous. Hein? Visite 1, on demande c'est quoi l'objectif. Après ça, ben là, on regarde l'objectif. On est rendu où par rapport à un objectif. Mais c'est vrai que ce que la personne te répond au jour 1, ça évolue au fil du temps, je présume. Il faut revisiter cet objectif-là. C'est une base régulière. Oui, mais est-ce que son objectif à elle, jour 1, c'est de retourner au travail ou de Hmm. recommencer à courir, être capable d'être assis pour écouter la TV? Effectivement. Fait que, tu sais, ça se peut qu'on travaille sur d'autres objectifs, mais c'est sûr que si la personne va mieux, on se rapproche de au travail, mais c'est pas ça notre focus. Ouais. Mais l'objectif de l'agent payeur, l'objectif de l'employeur, l'objectif de la personne. Puis, Ben, ultimement, on atteint l'objectif de l'agent payeur, c'est que la personne aille mieux. Parce que, tu ah sais, oui, si elle est capable d'écouter la TV, être assis d'écouter la TV, elle va être capable d'être assis devant son bureau aussi. Fait que, effectivement. ultimement, ça, tu sais, tout le monde est gagnant, là. C'est juste, Ben, on puis ne peut pas forcer l'objectif dans le corps de quelqu'un, là. c'est comme n'importe quoi. Hein, si tu demandes aux gens, ben, aimes-tu ça aller au gym, ben, il y a des gens qui vont dire oui. Des fois, une minorité. Là, ceux-là qui font juste ça. Ben, il y en a d'autres qui vont dire, ben, j'aime ça aller au gym parce que j'aime ça patiner plus vite quand je joue au hockey par la suite, ou etc. Fait que quand tu as un objectif, le fun, ben, ça va t'aider à progresser, je présume. Mhm. Puis bon, j'étais assez. Je pense que tu as passé le test là, des exemples cliniques difficiles. Oui, haut la main. J'aimerais ça voir parce que bon, tu m'as l'air d'être quelqu'un assez ouvert d'esprit, curieux, puis bon, tu es ouvert à certaines approches, je présume. Je voulais voir, ben, toi, dans tout ce modèle-là, bon, d'éducation, d'accompagnement, puis bon, de cheminement de notre client dans notre clinique. Est-ce que tu es ouvert à tout ce qui serait bon, injection de cortisone, attel, taping, tous les aides, en fait, là, que ce soit de la médication, l'électrothérapie, donc c'est quelque chose que tu utilises en combinaison, bien entendu, dans le respect de nos champs de pratique, là, mais en collaboration, je veux dire, là, est-ce que ça fait régulièrement partie de tes aides, en fait, là, pour aider la personne à cheminer ou avoir à tout le moins une porte d'entrée dans ton plan de réadaptation? Ben, bon, je réponds en deux volets, là. Le premier volet, c'est avant de vouloir m'éparpiller à faire un peu tout n'importe quoi, là, tu sais, j'essaie de genre, de bien faire la base. Euh, Puis là, je vais citer Alexis, qui m'a cité Chad Cook. Fait que, tu sais, il dit qu'il y a tu sais, trois types d'interventions qui ont des effets, tu sais, constants en littérature, de léger à modéré, basés sur les méta-analyses. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien qui est élevé en psychothérapie, là, mais tu sais, l'éducation et aussi la gestion ou les principes cognitivo-comportementaux ou la gestion des facteurs psychosociaux, fait que la communication. Fait que tout ce qui entoure, tu sais, éducation, communication, les exercices et la thérapie manuelle. Fait que je m'assurais que ces trois piliers-là sont impeccables. C'est rarement le cas. Surtout dans la partie, tu sais, cognitivo-comportementale, croyances, facteurs psychologiques. C'est là où est-ce qu'on n'est pas ou très peu formé, là. Tu sais, à l'école, moi, je donne le cours de doc chronique, puis, tu sais, sur le traitement des facteurs psychosociaux, on donne 3 heures, peut-être. Fait que, puis tandis qu'avec Alexis, on donne un cours qui dure, tu sais, une journée et demie. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas aller autant en profondeur, là. Fait que, tu sais, m'assurer que la base soit bien couverte avant de faire
avant de faire d'autres choses. Parce que, tu sais, si ça fonctionne pas, puis il y a aussi ça, là, si, mettons, ça fonctionne pas, il y a peu de chances que d'autres affaires fonctionnent miraculeusement, là, quand on sait que c'est la base. Par contre, si le patient a une croyance qui est forte et que l'intervention n'est pas nocebo, pourquoi pas? Tu sais, des fois, le patient arrive avec d'autres affaires, tu sais, mettons, une affaire plus fancy, genre le PRP, là. Fait que, tu sais, est-ce que, tu sais, puis en plus, ils payent de leur poche, là. Fait que, tu sais, premièrement, la question que moi, je me pose, c'est, est-ce que il y a une, tu sais, est-ce que cette intervention-là est biologiquement logique? Tu sais, est-ce que on peut se l'expliquer de façon biologique que ça pourrait fonctionner? Et tu sais, tout ce qui est non biologiquement actif, c'est 100% placebo. J'ai plus tendance à les mettre de côté, tu sais, genre Reiki ou affaires comme ça. Mais en même temps, tu sais, si c'est pas nocebo, pourquoi pas? Si le patient il a du temps, il a de l'argent, il veut l'essayer, je suis pas contre. Tu sais, je dirais pas, s'il dit, ça dépend s'il me dit, genre, il veut-tu le faire, puis il me demande, genre, est-ce que c'est correct? Ou bien c'est vraiment une question à tout l'heure en disant, hey, mon ami m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Fait que d'emblée, moi, ce que je recommande plus fortement, c'est ceux qui ont une intention biologique logique. Puis après ça, ben, ceux qui ont vu des effets dans la littérature. Mais le problème, c'est que, mettons, pour le PRP, les effets sont très, tu sais, sont pas wow, il y a peu d'effets, là. Il y en a, tu sais, statistiquement significatifs, légers, mais pas cliniquement importants, là. Fait que là, mais si tu analyses la science un peu plus, tu veux dire, ben, sur mes 100 patients, il y a quand même, tu sais, mettons, tu sais, parce que c'est non significatif, fait que, tu sais, il y a quand même une portion des cartypes, tu sais, mettons 2,5% des gens au bout des cartypes qui ont peut-être eu quelque chose de positif. Mais quand on les met ensemble, ils paraissent pas. Fait que, tu sais, ça pourrait fonctionner pour certaines personnes, on sait juste pas comment les identifier. Fait que si c'est le cas, mais tu sais, ça reste mes 8e intervention, là. Ou en parallèle. Fait que si c'est le cas, si le patient a de l'argent, s'il comprend que ça peut servir ou pas servir, c'est comme flip a coin, là. On ne sait pas. S'il comprend tout ça, il y a le temps, il y a l'argent, pourquoi pas? Tant que c'est pas nocebo. Autrement dit, tu consolides la base de ta pyramide, puis tu ajoutes des étages par la suite au besoin. C'est ça. Ouais. Un fait en parallèle où c'est rare que si la pyramide de la base est bien faite, c'est rare que racheter des petites affaires va aller chercher des gains significatifs. C'est sûr qu'il y a des exceptions, là, genre douleur à l'épaule fulgurante, une injection de truc, pas capable de dormir, puis tout, ben mettre la cortisone là-dedans pour diminuer la douleur temporairement, c'est sûr que c'est pertinent. Là. Fait que je suis pas contre la médication. Là, avoir une douleur neuropathique, ben ça prend des médicaments pour gérer ta douleur. Sortir la tête de l'eau un petit peu, respirer pour que ça crée une tête d'opportunité pour tes exercices et ta TMO. Là. Ouais. Je suis vraiment pas contre les médicaments. Fait que, dans ta question, il y a beaucoup d'affaires. Là. Ouais. C'est large. Fait qu'en fait, toute porte d'entrée peut permettre de diminuer la douleur, puis après ça, de consolider la base de ta pyramide est aussi une réponse acceptable. Oui, puis combien de temps ça prend? Tu sais, des tapings, j'en fais, puis ça prend 1 minute et demie, puis les patients peuvent durer pour 2 jours. Le jeu envoie la chandelle. Ouais. Et est-ce que je mets de la glace en clinique? Non. Je ne mettrai pas de glace parce que mais je peux enseigner comment le faire. Mais j'en mets pas parce que je veux que le patient soit. Je veux pas perdre mon temps en clinique à faire ça. Exactement. Puis ça peut faire jumeau. Pour plugger un commanditaire, mais c'est ce que les gens de CET, service d'électrothérapie, disent. Ne perdez pas votre temps à faire ça en clinique. Nous, on devient vos sous-traitants pour aborder cet aspect-là aussi dans l'approche active. Fait que ça peut faire partie à quelque part dans la pyramide aussi. Puis bon, moi, je voulais savoir, on a parlé retour au travail, comment encadrer ça. À l'inverse, comment tu prépares le congé de physio, comment tu abordes les rechutes à 3 mois, 6 mois, 12 mois, les gens qui reviennent te voir. Ah, j'avais hâte de te revoir, salut. As-tu des conseils à nous donner pour gérer la rechute, puis surtout bien gérer le congé de physiothérapie? Ben, il y a, si on parle de, tu sais, comme, c'est quoi une rechute? Est-ce qu'une rechute est un nouvel épisode douloureux? Puis, pour moi, je pense pas que c'est nécessairement une rechute, un épisode douloureux, parce que quand le patient, il quitte, là, il faut que, tu sais, à partir de la base d'un travail, là, il faut qu'il sache, tu sais, pourquoi il a mal, quoi faire quand il a mal, tu sais, qu'est-ce qu'il peut modifier dans sa vie, quel exercice faire, puis tu sais, on peut même lui dire, ça risque de réarriver. Parce que souvent, tu sais, quand on a mal au dos, j'ai vu quelque chose qui dit que ça va revenir, tu sais, entre, tu sais, genre 5 et 10 fois, là. T'as douleur de dos. Fait que, tu sais, j'ai dit au monde, ça se peut que t'aies mal au dos, essaye ça, essaye ça, essaye ça.
Si ça fonctionne pas après une semaine, tu vas pas d'amélioration de douleur, ben là, rappelle, puis ton corps a besoin d'aide, ou le problème est un peu différent de quelque chose d'autre. Là. Fait que ça, pour moi, c'est juste un autre épisode douloureux. Une rechute, ça serait quand le patient tombe dans ces mauvais patterns-là. Fait que quand, genre, ces mauvaises croyances, ces croyances nuisibles, reviennent, ressortissent, quand il recommence à faire des mauvais comportements, soit il en fait trop, soit il en fait pas assez, il a peur, la peur revient, il perd beaucoup de fonctions. Fait que ça, pour moi, c'est comme plus une rechute. Fait que, mais ultimement, je dis au patient quoi faire s'il y a une vraie rechute, là, mais juste comme distinguer les deux pour dire que un peu normaliser les épisodes douloureux puis donner des outils aux patients pour savoir quoi faire. OK, absolument. Ben, merci. Ça, c'est complet. Puis là, ben, je voulais aller voir dans le futur. Là. Comment, justement, tu l'as dit, c'est pas assez abordé à l'université. Comment tu vois ça? C'est une baguette magique, c'est toi qui fais le programme. Puis tu peux en profiter aussi pour parler de la formation qui est d'une plus longue durée que toi-même tu donnes. C'est à l'école Physiolab, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si j'avais une baguette magique, là, je pense que je mettrais comme un cours de douleur par année à l'université. Pour vraiment, tu sais, ultimement, là, 99% des gens que tu viens de te voir ont de la douleur. Et, fait que, tu sais, là, actuellement, c'est un cours de 2 crédits, là. C'est ridicule sur un cours de 2 crédits, là. Fait que, tu sais, je mettrais un cours de 3 crédits à chaque, session, pour avoir, oui, couvrir les bases théoriques, parce que nous, comme physio, c'est important de savoir, mais aussi avoir le temps de faire du pratique, des jeux de rôle pour travailler la communication, voir des patients en douleur chronique, des vrais patients, puis voir des physios, comment est-ce qu'ils gèrent ça. Fait que, des visites cliniques en clinique de la douleur, mais des visites cliniques pour tout le monde, pas juste ceux qui ont leur stand avec de la douleur. Là. Fait que ce soit une semaine après-midi, mais pour en voir du monde pour comprendre c'est quoi. Là. Fait que c'est ce que je ferais, puis ben, étant donné que l'université ne nous prépare pas à ça, parce que tu sais, on a combien de cours de traitement de mail puis versus combien de cours de communication en termes d'heures. Nous, à Physiolab, on a fait un cours justement pour pallier à ça. C'est moi et Alexis qui le donne, là. Puis on a comme pris comme nos centaines d'heures de formation et nos genre milliers de pages de lecture faites, qui ont essayé de synthétiser nos meilleurs outils, comme tous nos top 3 que tu peux appliquer en clinique facile. C'est sûr qu'on peut aller toujours plus complexe, puis oui, il y a des affaires, mais avec ça, tu couvres une bonne partie de tes bases. On donne un cours en avril. Là, j'ai vu qu'Alexis avait mis dans les commentaires la citation de Chad Cook, là, où est-ce qu'il avait pris ça. Fait qu'il peut même mettre, s'il veut, le lien de cours psychosocial. Fait que ouais, ça serait ma baguette magique, ça serait ça, que le monde soit plus exposé à le monde de la douleur. Surtout que c'est vrai que ça fait bien du sens là, quand tu prends en considération que le concept de douleur complexe chronique a tellement évolué, bourgeonné dans les 5-10 dernières années, mais on en reste au même nombre de crédits, la même durée à l'université, donc c'est inversement proportionnel. Puis, en fait, bon, c'est la fin de l'entrevue déjà. 1 heure, ça va être... Oui, tu as relevé le défi. Puis je te remercie. Moi, en tout cas, j'ai adoré parce que je sais que je suis allé chercher, malgré que ça fait 19 ans que je suis dans une clinique à temps plein, je suis allé chercher des concepts que je peux appliquer dès demain matin avec ma clientèle. Puis je vais t'en reparler d'ailleurs, voir si ça fonctionne ou pas. Nice. Sinon, on s'en refera un autre épisode. Il y a toujours des choses à peaufiner. Puis merci tout le monde, merci les participants qui sont restés fidèles au poste jusqu'à quand même 21h le soir passé. OK, on voit l'info défiler pour votre formation, c'est super. Moi, je vais y aller. Bon, remerciements de commanditaires, Clinic Master, allez les voir. Après ça, Atlas Médic et puis Service d'électrothérapie. Merci beaucoup du plus profond de mon cœur de permettre des épisodes gratuits pour toute la communauté réadaptation physique. Je l'apprécie énormément. Et puis les gens aussi. En fait, juste pour vous dire, là, il y a des gens qui me demandent où est-ce qu'ils sont les épisodes antérieurs. Facebook me joint un petit tour. Ils ont moins d'espace de stockage qu'il y avait. Fait que là, ils disent qu'en tout cas, cet été, ils ont dit il faut que tu sortes tout ça de la plateforme. J'ai sorti tout ça de Facebook. Puis là, ben, je suis en train de faire un projet de ramener ça style podcast, là, mais je travaille là-dessus. D'ici Noël, on va essayer de vous faire un cadeau. Il y a 26 heures là, que j'ai sauvé d'épisodes au total, gratuit. Puis bon,
Il y a aussi une filiale de webinaire qui s'appelle Physio Academy. Donc, le prochain sera avec deux de tes collègues, Claudine Farah et puis Sylvain Saint-Amour. On va parler de tout ce que vous devriez savoir à propos du membre inférieur, version moderne, bien entendu, avec tous les bons concepts que vous avez entendus ce soir, notamment. C'est le 10 février 2026. Vous allez sur lepointdevente.com, vous écrivez physio dans l'outil de recherche, vous allez trouver l'épisode qui s'en vient, le webinaire, 35 live, 45 en rediffusion. Puis, est-ce que j'ai d'autres annonces? Non, je pense que ça complète. Oui, à part le fait que je sollicite toujours votre aide là, pour me conseiller des experts. Vous avez une étoile montante dans vos cliniques, des collègues qui veulent sortir de l'ombre. Faites-moi signe, dirigez-les vers moi. Puis on va trouver une façon de faire une entrevue ou un webinaire avec eux, là, parce que le but, c'est de faire avancer la profession et puis d'aider nos clients dès le lendemain matin dans nos milieux cliniques. Donc, est-ce que tu veux le mot de la fin, Ariel, ou bien? Ben oui, le mot de la fin, je te dirais, si tu as appris des choses aujourd'hui en 1 heure, je t'invite à notre cours en avril, que tu descends à Montréal, profite-en pour faire d'autres choses. Ou sinon, tu peux aussi créer une formation au Saguenay, on se déplace là. Fait que si c'est un groupe de monde, on se déplace pour faire, en fait, on a notre formation neuroménagée, je pense qu'on va donner aux 4 coins du Québec, là. Fait que, puis moi et Alexis, on va le faire à Lévis en début décembre pour un hôpital, un CIUS. Fait que ouais, organise ça ou viens-t'en, l'invitation est lancée. Super, excellent. Bonne soirée tout le monde, on se repose et on va aider nos patients dès demain matin. Salut! Ciao.